Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc Nicolas de Saint-Georges avec Fabien Mogard qui va présenter avec moi ce webinaire sur l'ODM, l'Operational Data Model. Alors, nous allons commencer. Tout le monde voit, j'espère, les slides. Donc, on va les jouer au fur et à mesure. On va également intégrer des exemples concrets à partir de fichiers XML dans lesquels on va naviguer, vous montrer un peu comment ça marche. Bonjour à tous. L'ODM permet donc de recueillir des informations cliniques, avec notamment le formatage de l'information, la création de ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire tout ce qui concerne la structure de nos cahiers d'observation, donc les visites classiquement qui sont composées de formulaires, composées d'items groupes, d'items. On va en reparler plus loin, mais c'est ce qu'on appelle des métadonnées. C'est une notion très importante pour la plupart des standards CDISC. Et dans l'ODM, il est utilisé de façon massive pour définir la structure de notre cahier. On va également voir la partie Clinical Data, qui en fait correspond, dans cet arbre XML, à la zone de stockage des données issues de la saisie de l'information. On va également regarder donc la notion de données et de métadonnées. On va également parler de systèmes pour nettoyer les données. Et enfin, à la toute fin de l'étude, ce fichier XML sera utilisé pour archiver les données de manière totalement groupée. Donc on aura la structure du cahier d'observation, les données cliniques, toutes les informations en termes d'audit trail, de signature, dans un seul et même fichier XML. Donc on pourra s'en servir pour archiver les données. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ce fameux fichier XML, cette information, en fait, on la retrouve sur le site web de CDISC à l'adresse www.cdisc.org dans la rubrique standard du site web. Donc, il faut naviguer dans le site et vous allez arriver sur une rubrique qui s'appelle standard. Et à l'intérieur, vous aurez le schéma qui est copié actuellement à l'écran, qui est en fait un schéma dans lequel vous avez des liens hypertextes qui nous permet d'aller télécharger les différents standards en fonction des différentes étapes d'une étude clinique, en commençant par exemple par la planification d'une étude avec le protocole standard et son format d'exploitation XML qu'on appelle SDM. Donc, aujourd'hui, on va parler de ODM qui se trouve donc juste dans la partie collecte de données, Data Collection. Et en cliquant sur ce lien, en fait, CDISC vous invitera à télécharger un certain nombre d'informations par rapport au modèle ODM. Alors, la nécessité d'archivage est une notion extrêmement importante dans la recherche clinique, puisqu'effectivement, les promoteurs et les investigateurs ont besoin de conserver des traces, en cas de plainte notamment, pour retrouver les résultats et expliquer les erreurs qui auraient pu être commises tout au long du déroulement de l'étude. Alors, effectivement, comme indiqué sur notre diapositive, avec une bonne archive, on doit pouvoir effectivement retrouver nos données et les lire, l'idée étant d'aller loin dans le temps. Donc, dans 50 ans, ce format d'archive doit être exploitable. Alors, on pourrait tenter d'utiliser un format comme le PDF, par exemple. Le problème, c'est que ce format PDF, d'abord, il est la propriété d'une société qui s'appelle Adobe et qui peut-être abandonnera ce format au fur et à mesure des années. Donc, on a un petit risque d'avoir un problème de relecture de ces formats PDF dans 50 ans. L'autre format qui est préconisé au niveau de CDISC, c'est ce fameux format XML. Alors, il est intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'il est gratuit. Il est dans le domaine public. Tout le monde a le droit de l'utiliser sans verser de royalties. Et le deuxième avantage de ce format, c'est que c'est un fichier texte qui sera donc lisible dans 50 ans sans aucun problème. C'est un format qui ne changera pas. Les ordinateurs continueront à lire du texte, des fichiers texte plats dans 50 ans. Qu'est-ce que le format XML?
Nicolas vient de vous le dire, le format XML est un format de texte à balise, en fait. Il dérive d'un très vieux format qui s'appelle SGML, qui a d'abord donné naissance au HTML, donc il fait partie de cette même famille, et il va permettre d'enregistrer des données de manière structurée, mais dans un fichier texte. Donc vous voyez à l'écran l'exemple d'une petite table très simple, hein, un petit répertoire avec le nom, le prénom et l'email d'une personne, avec deux entrées, deux contacts entrées, donc Dupont Jean avec son adresse mail et Evelyne Dupuis avec son adresse mail. Un fichier XML va commencer par une déclaration, c'est ce que vous voyez là, XML version 1.0 encoding UTF-8. Ça, c'est une balise qui va permettre à tous les logiciels de reconnaître que le fichier est un fichier XML. Et ensuite, vous allez avoir un système avec des balises ouvrantes. Vous aurez une racine principale qui sera le répertoire. Hein. Répertoire, c'est l'élément racine, contenant plusieurs éléments contacts. Chacun de ces contacts lui-même aura une balise ouvrante et une balise fermante pour le délimiter. Et à l'intérieur de ce contact, on trouvera les noms, prénoms et emails entourés de leurs balises ouvrantes et fermantes. Alors, on va s'échapper quelque temps de la présentation et je vais vous montrer dans un navigateur Internet ce que donne. Vous retrouvez ici la balise qui nous indique que nous avons affaire à un fichier XML. Et après, donc, ça marche vraiment comme des poupées russes. On ouvre l'arborescence principale, balise ouvrante, répertoire, balise fermante, répertoire, avec un slash. À l'intérieur de ce répertoire, vous avez deux contacts. On ouvre le premier contact, balise ouvrante, balise fermante, et ce contact est constitué du nom, balise ouvrante, balise fermante, du prénom, balise ouvrante, balise fermante, et de l'email. Même chose pour l'autre contact. Le format XML est accompagné d'annexes dont le format XSD, qui lui-même dérive du format XML. Ce format, ce schéma XSD, permet de définir précisément quel type d'éléments on peut avoir dans notre fichier XML principal. Donc, vous voyez ici l'exemple d'un élément que l'on peut trouver dans un fichier XSD. XS élément name nom, type XS égale string. Que signifie cet élément? Il signifie que le contenu qui se trouve entre les deux balises nom, donc le nom, ici dans l'exemple c'est Dupont, doit être de la forme string, c'est-à-dire champ de texte. Alors ça, c'est important, pourquoi? Parce que ça permet ensuite de valider le contenu d'un fichier XML et, si vous voulez, de ne pas mettre n'importe quoi dedans. Pour exige d'avoir, par exemple, un chiffre, un entier, eh bien, on ne pourra pas mettre un string et vice-versa. Donc, ça permet de contrôler la validité du contenu d'un fichier XML. Alors, un autre point important de ce format XML, c'est la possibilité d'y enregistrer des données sous forme d'un attribut. C'est-à-dire que la donnée se trouve à l'intérieur même de la balise ouvrante pour apporter quelques éléments d'information supplémentaires à la définition d'éléments. Ici, vous voyez l'exemple, on le verra tout à l'heure dans le vrai fichier.
Vous avez donc les données cliniques d'un sujet qui sont enfermées à l'intérieur de deux balises, subdata, et on a précisé avec l'attribut subject key, que ces données concernaient le patient 001 0001 AB. Donc c'est important de voir ça parce que vous verrez que dans un fichier XML ODM, il y a une grande quantité d'informations contenues sous forme d'attributs. Alors je vais repasser la parole à Nicolas, qui va vous détailler là de manière théorique, avec un certain nombre de figures simples, l'architecture d'un fichier ODM. Et après cette définition sous forme de diapositive, nous passerons à un fichier ODM complet issu d'une étude. Donc, alors, comme l'indique la diapositive, on voit assez vite, en fait, et si vous avez l'habitude de jouer avec les standards de ces disques, il est très rapide de voir qu'en fait, tous les documents produits par ces disques aujourd'hui commencent tous, en fait, par une balise ODM. Et donc, ça sous-entend effectivement que ce fichier ODM XML va servir en fait d'unité de stockage pour l'ensemble des informations intéressant une étude clinique en particulier. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle beaucoup du fichier ODM en parlant du fichier qui contient toutes les données et les métadonnées à la fin de l'étude. Mais ODM n'est pas seulement le nom de ce gros fichier qui contient tout, c'est, on peut dire, le nom d'une famille de fichiers. Il y a un squelette type pour tous ces fichiers ODM et on va voir dans quelques instants que ces fichiers peuvent contenir toute ou partie de l'information. Alors, sur cette diapositive, justement, vous voyez que l'on parle de granularité d'un fichier ODM. En fait, la granularité, c'est l'étendue de l'information qui est contenue dans un fichier ODM. On verra quand on vous montrera le fichier concret tout à l'heure, l'exemple, qu'au début de la définition du fichier, on précisera si le fichier est un fichier all ou metadata ou anindata, etc. Et on écrira à l'intérieur du fichier également quel est le type de fichier. Donc, et ça prendra la forme d'attributs à l'intérieur d'une balise, comme je viens de vous le montrer tout à l'heure. Donc, all signifie que dans le fichier ODM se trouvent absolument toutes les données de l'étude, non seulement les données cliniques de chaque sujet, mais aussi les fameuses métadonnées dont nous vous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les données qui décrivent les données, qui décrivent l'architecture de votre cahier. On peut également avoir des fichiers ODM metadata, c'est-à-dire qu'ils contiennent uniquement les métadonnées de l'étude sans aucune donnée clinique. Admin data, ce sont des fichiers qui ne contiennent que les données administratives de l'étude, par exemple les centres qui participent et les investigateurs ou les techs qui participent à l'étude. Référence data contient uniquement les données de référence, par exemple les normes de laboratoire. Donc ça, c'est un exemple typique d'utilisation que l'on peut faire d'un fichier ODM partiel. C'est pour stocker dans un endroit toutes les normes d'un laboratoire pour les mesures de biochimie, par exemple. All clinical data ne contient que les données cliniques. Et ensuite, vous avez deux types qui sont un petit peu particuliers, single site et single subject, qui sont des fichiers semblables à all, donc ils contiennent absolument tout, mais uniquement pour un seul centre
ou un seul sujet. Alors ensuite, une notion qui est très importante, c'est le type de fichier, file type. Vous pouvez avoir des fichiers qu'on dit snapshot ou transactionnel. Snapshot signifie que le document contient uniquement un état des données, l'état actuel des données. Par exemple, c'est le fichier que l'on va sortir tout à la fin de l'étude avec exclusivement les dernières données qui ont été enregistrées. Donc, ce qui est important de noter, c'est que dans un tel fichier, vous n'avez pas de notion de traçabilité, d'audit trail, comme on dit. Tandis que dans un fichier transactionnel, pour une seule et même variable, vous pouvez avoir plusieurs instructions, plusieurs, si vous voulez, points de données. Et donc, vous aurez en plus des informations d'audit trail sur ce qui a été fait sur cette donnée. Donc, des fichiers beaucoup plus volumineux. Je rends la parole à Nicolas pour la présentation de l'architecture générale du fichier ODM. Alors, ces deux notions de granularité et de type de fichier, en fait, vont être stockées au niveau le plus élevé de notre arbre XML, à savoir juste en dessous de la balise ODM, en fait. On va avoir, comme l'a expliqué Fabien tout à l'heure, des attributs qui vont nous permettre de définir cette granularité et ce type de fichier. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, vous avez en dessous de ce niveau ODM, 3 sous-niveaux, en fait. Le niveau study, qui est vraiment l'endroit dans lequel on va faire tomber l'ensemble des métadonnées, metadata version, on le voit juste après, correspondant à notre étude. Juste au-dessus de ces metadata version, vous avez les global variables qui vont en fait permettre la définition notamment de toutes les unités de mesure qui seront utilisées dans notre étude clinique. Le deuxième niveau intéressant dans ce fichier XML ODM, c'est le niveau admin data. Et donc, comme vous l'a précisé Fabien juste avant, on va retrouver dans ce nœud XML les utilisateurs du système, donc les investigateurs, mais aussi les data managers, les opérateurs de saisie éventuellement, les ARC, les moniteurs, etc. Tous les profils intéressés par une étude clinique. En dessous, vous avez les locations qui correspondent en fait aux établissements hospitaliers, les hôpitaux, les cliniques, mais également on a la possibilité avec ce format ODM de définir, d'enregistrer un central lab, de définir une CRO, de définir une unité de biostatistique, etc., etc. Donc tous les locations, les établissements dans lesquels peuvent se dérouler nos études cliniques. Le troisième sous-niveau d'admin data est donc la signature en tant que signature électronique. Et là, on va pouvoir stocker en fait la notion de signature électronique pour notre étude. Le troisième et dernier niveau de notre arbre XML ODM, c'est donc les clinical data. Et c'est dans cette zone que l'on va faire tomber nos informations cliniques. Donc, grosso modo, comment ça se passe? Lorsque vous commencez à travailler avec ce format ODM, l'exercice consiste à fabriquer le study. Donc, on fabrique l'architecture de notre étude en complétant le niveau metadata. On va revenir dessus. Une fois que vous avez chargé ce fichier XML dans un outil compatible, vous allez pouvoir commencer à ajouter, à enregistrer donc les utilisateurs et les centres hospitaliers et toutes les locations qui vont travailler avec cette étude. Et une fois que les investigateurs ont le droit de saisir des patients, le système va commencer à remplir le niveau admin data, clinical data, pardon. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de l'architecture de notre étude, en amont, donc dans la partie metadata version, vous avez, comme le montre le schéma sous la diapo, un premier niveau en fait qui s'appelle Study Event, avec la notion de référence et de définition.
Donc cette notion-là est très importante dans le schéma ODM parce qu'il permet de définir à un endroit une instance, par exemple, de study event, une visite d'inclusion, une visite de suivi, par exemple, et puis de la référencer à plusieurs endroits dans notre protocole. D'accord ? Donc on la définit une fois, on la référence plusieurs fois. Et donc ce study event correspond classiquement à la notion de visite dans une étude classique. Alors ils l'ont appelé study event au sein de ces disques parce qu'en fait, ça regroupe aussi la notion d'événements cliniques comme des événements indésirables, par exemple, qui seraient traités en fin de cahier d'observation comme une visite. Ce niveau formulaire est lui-même composé de ce que ces disques appellent les item group level, c'est-à-dire le niveau item group qui est un regroupement, là encore, d'items. Et certains items peuvent être de type code list, donc associés à une code list dont on reparlera tout à l'heure. Et comme vous le voyez là encore sur le schéma, une fois que le patient est inclus dans le système, la correspondance va se faire en fait au niveau clinical data, sur la ligne qui correspond au subject data, on le voit, avec ensuite une composition, un sujet, un patient d'étude est composé de study event, d'événements d'études, de formulaires, de groupes d'items et d'items. Donc les données cliniques, elles se retrouvent en fait dans ce niveau item data avec un lien direct par le biais de pointeurs XML vers la définition de nos différents items, de nos formulaires, de nos items groupes, etc. Le sous-niveau qui est juste sous subject data, c'est le niveau audit record qui va donc contenir en fait l'ensemble des informations d'audit trail, d'historisation de nos études. Vous avez également le niveau signature qui va stocker en fait les signatures électroniques pour chaque utilisateur, chaque centre, avec la référence de la signature et l'heure et la date, bien sûr, pour fabriquer un enregistrement complet. Et le dernier, le quatrième sous-niveau de clinical data, ce sont les annotations qui correspondent en fait au niveau commentaire libre sur un cahier d'observation, mais également c'est un endroit où on peut stocker les demandes de correction, les queries. Alors si je déploie cette arborescence, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, un fichier XML, il est capable d'enregistrer, de stocker également d'autres informations. Un exemple, le standard SDM, qui va nous permettre en fait de documenter dans cette ODM, dans ce fichier XML, toute la partie protocole. Et donc, c'est un groupe de travail au sein de ces disques qui a réfléchi à la mise au point d'éléments standards pour définir un cahier d'observation, un protocole standard. Et cette information que l'on va exprimer dans un fichier XML va pouvoir s'intégrer, s'insérer exactement dans l'ODM sous la partie protocole. Le study event, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il est défini par ce qu'on appelle un OID, un Object Unique Identifier, au sein de l'ODM. Et ce study event OID va pointer en fait vers la définition de notre événement d'étude. Il se compose donc d'un corps d'informations avec une description, les références vers les formulaires qui composent ce study event, un nom pour définir ce niveau study event, un caractère répété ou non, et ça c'est important puisqu'on verra que l'architecture ODM permet d'avoir une répétitivité sur le niveau événement d'étude, sur le niveau formulaire et sur le niveau groupe d'items. Donc 3 niveaux de répétition. Ensuite, ce event, ce study event peut être de type schedule, c'est-à-dire prévu dans le temps, unschedule, non prévu, c'est typiquement les adverse events ou les suivis, par exemple, ou de type common. On descend au niveau des formulaires, donc on retrouve un peu cette architecture, un numéro unique d'objet d'identifiant qui pointe vers une définition avec une description, les items groupes qui composent notre formulaire, un nom et un caractère répété.
Le caractère aussi obligatoire, pardon, j'ai oublié tout à l'heure, mandatory, oui ou non, qui est important aussi, puisque dans la plupart des études, on a besoin de spécifier ce degré d'obligation ou non de remplir tel ou tel élément dans notre étude clinique. Je descends au niveau item group, donc qui est le troisième sous-niveau de nos métadonnées d'études. Toujours cette notion de object identifier qui pointe vers la définition donc, de l'item group avec une description, l'ensemble des items qui composent cet item group, les items ref, le nom de l'item group, le caractère répété. Est-ce que c'est une donnée de référence? Ça, c'est utile dans certains systèmes qui vont utiliser cette information pour fabriquer en fait de façon dynamique dans le cahier un certain nombre d'informations en termes d'affichage principalement. Notion importante, le SAS dataset name, c'est la variable dans laquelle on va pouvoir coder sur un certain nombre de digits la référence à la table SAS dans laquelle devront tomber les informations contenues dans cet item group, ce groupe d'items. L'autre notion très importante, c'est le domaine qui fait référence en fait à un autre standard de CDISC qui est le SDTM, le Study Data Tabulation Model. Et on va pouvoir, par ce biais, en fait, préciser, par exemple, que notre groupe d'items démographie va tomber dans le domaine DM. Alors, le SDTM, on peut rappeler, le SDTM, c'est le format de soumission des données de la recherche aux autorités. Et donc, dans ce format, les résultats sont regroupés par table et chaque table correspond à ce qu'on appelle un domaine. Et vous avez par exemple le domaine aversivant, le domaine vital sign, signes vitaux, etc., etc. Et donc, vous avez donc ces différentes tables avec un fichier à côté, donc ces tables présentant les résultats bruts, on va dire, accompagnées donc elles sont au format SAS la plupart du temps, accompagnées d'un fichier que l'on appelle le define XML et qui est lui-même justement un exemple de dérivé de fichier ODM contenant les métadonnées. Vous avez d'un côté les données pures dans les tables SAS accompagnées d'un fichier XML de type ODM avec les métadonnées. Donc, l'attribut origine que l'on voit ici va permettre en fait de spécifier, notamment lorsqu'on génère le define XML, la provenance de l'item sur lequel on se trouve, le groupe d'items pardon sur lequel on se trouve. Je vais descendre au niveau item maintenant, le niveau le plus bas de l'arborescence de nos métadonnées. Et là, ce qu'on a de très important, c'est effectivement on va avoir un numéro d'ordre, un caractère obligatoire, ça, tout ça, ça reste. Mais en plus, on a, comme vous le voyez, sous la balise body, en fait, la description, la question clinique telle qu'elle sera affichée sur le cahier d'observation. On peut utiliser un système de pointeur vers des fichiers extérieurs avec l'external question. On va avoir la référence vers l'unité de mesure dont je vous ai parlé au tout début, en fait, dans les global variables de notre arbre ODM, on va pouvoir mettre toutes les unités de mesure. Et donc là, on aura une référence, un pointeur XML vers ces fameuses unités de mesure. On en verra peut-être un exemple tout à l'heure. Les range checks vont nous permettre donc de fabriquer des règles de cohérence pour vérifier, par exemple, des bornes min et des bornes max. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un item peut être de type code list. Et donc là, on va avoir la référence vers la code list concernée. On en reparlera juste après. Vous avez un nombre assez conséquent de formats de données pour récupérer nos réponses cliniques. Du texte, des entiers, des flottants, des dates, des times, des datetime, des strings, des booléens, des doubles, des hexadécimaux, des bases 64, des flottants en hexadécimal, etc., etc. Des dates partielles, ça c'est très intéressant aussi. C'est une problématique assez compliquée qui est adressée ici dans l'ODM. Des notions de durée, on va pouvoir également stocker
des URI. Donc, les URI, ce sont, en fait, c'est un type de données, en fait, qui nous prépare pour l'avenir, puisque le standard cher de ces disques se propose de définir, en fait, des URI pour nous permettre de pointer directement vers des items de ce metadata repository central utilisé par ces disques. Donc, l'avenir devrait nous permettre d'avoir une librairie centrale au niveau de ces disques et de ne plus avoir à définir nos items individuellement comme on le fait chacun dans son coin aujourd'hui. Et enfin, donc, le niveau code list, qui est le niveau plus bas, vous avez là aussi la même architecture, hein, un certain nombre d'informations, et on va pouvoir pointer vers les différents codes listes dont on reparlera tout à l'heure avec la terminologie contrôlée. Bon, donc, vous vous souvenez que là, en fait, le cahier électronique que j'ai programmé, vous le verrez de toute façon, on va vous donner un petit dossier, on va vous mettre à disposition sur la page web, la page francophone du site internet Cdisc, des copies d'écran ainsi que des sorties PDF du cahier d'observation qui nous a servi de modèle. Donc là, en fait, c'est un cahier d'observation assez simple avec une visite d'inclusion, une visite de suivi, une visite de traitement concomitant et une visite d'événements indésirables avec 4 patients qui ont été inclus dedans. Et donc, nous avons fait un export ODM de cette étude avec la granularité All pour que vous ayez absolument toutes les informations. Et nous y avons rajouté justement des éléments SDM pour que vous puissiez avoir vraiment un fichier le plus complet possible. Alors, vous reconnaissez ici notre déclaration XML et notre racine, notre élément racine, fichier ODM. Donc, vous avez des informations sous forme d'attributs. Vous voyez ici les fameux attributs, avec notamment la version ODM utilisée. On reparlera du versionning tout à l'heure, la granularité, all, le type de fichier snapshot, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de notion d'audit trail, c'est vraiment un archivage en fin d'étude. Une fois que tout a été fait, ce sont les données finales. Nous avons ici le file ID, donc le nom du fichier ODM, et une petite description que l'on rajoute à la main. Voilà, il s'agit de l'étude test Cdisc avec une version ODM 1.3.2 et l'ajout de définition SDM. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est la date et l'heure à laquelle ce fichier a été créé. Et donc, ça, c'est la base centrale. Donc, on va ouvrir, si vous voulez, notre grande poupée russe. Vous voyez, c'était donc la balise ouvrante avec toutes ces informations. Et ici, la balise fermante. Et à l'intérieur, on retrouve les 3 autres principales poupées russes qu'on avait vues dans le schéma ici. Donc, on va peut-être faire ici le lien vers ce que vous disait Nicolas tout à l'heure, afin que ce soit plus clair. Voilà. Les données administratives, l'identifiant de l'étude, les données administratives et les fameuses données cliniques. Study, admin data, clinical data. Pardon. Study, admin data, clinical data. Alors, on déploie maintenant la première poupée russe, study, et vous avez ici un élément que l'on appelle global variables, avec dedans différents éléments comme le nom de l'étude. Donc là, c'est ce qu'on appelle le petit nom, hein, ce qu'on appelle l'acronyme de l'étude.
donc test CDISC, le titre complet. Et alors protocol name, donc c'est là qu'on peut avoir, là j'ai mis l'exemple d'un code Eudract factice, mais on peut avoir, si vous avez dans vos bases de données projet à vous des codes P, je ne sais pas quoi, vous pouvez le mettre ici, c'est vraiment le code de l'étude. On referme cette balise. Vous avez ici ce qu'on appelle la partie Basic Definition. Eh bien, c'est là qu'on va mettre, par exemple, toutes les unités de mesure utilisées dans l'étude, avec chacune un OID auquel il sera fait référence plus tard, et son petit nom. Vous voyez ici ce que je vous présentais tout à l'heure, ce sont des attributs. On rajoute à l'intérieur de cette balise donc la manière dont l'unité va être visible dans le cahier, kilogramme, en précisant ici, grâce à cet attribut, que la langue utilisée est le français. On va passer vite sur les autres unités. Hein, voilà, vous aurez de la même manière les 10 puissance 6 CFU par millilitre, etc., etc. Voilà pour ce qui est des basiques définitions. Metadata version. Donc, vous voyez ici la description et vous voyez ici qu'il s'agit de la 12e version de l'étude. Et à l'intérieur de cette partie donc métadonnées, vous avez la partie protocole ici que j'ouvre. Donc dans cette partie protocole se trouve une petite description, encore une fois, donc il y a un petit peu de redondance hein, avec le titre qu'on a mis ici. Bon, voilà. Et à partir de là, le schéma est assez simple pour décrire une étude. On va laisser tomber pour l'instant, on va y revenir après la partie SDM, mais juste pour vous dire que la manière de décrire les choses dans l'ODM est toujours la même. Vous savez que dans un cahier d'observation, par exemple un cahier d'observation papier, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, une étude est définie comme étant une suite de visites que l'on appelle les study events. Donc, dans un cahier papier, c'est ce qu'il y a, par exemple, entre les intercalaires, d'accord? Dans un cahier d'observation électronique, ça peut prendre l'aspect de modules. Et on définit l'étude comme étant une suite de study events dont voici les références. Puis, on définit donc, study event ref. Puis, on définit les study event def, comme étant une suite de formulaires dont voici la référence. Formulaire étant l'équivalent des pages du cahier. Puis, on définit les formulaires def comme étant une suite de groupes de variables, ref, dont on donne les références. Et enfin, on définit def les groupes d'items, les groupes de variables, comme étant une suite d'items. C'est toujours donc cette structure-là. Ma visite est une suite de formulaires, dont voici les références. Mes formulaires sont une suite de groupes de variables, dont voici les références, et mes groupes de variables sont eux-mêmes constitués de variables dont voici les références. C'est toujours cette manière de faire cette arborescence. Alors, on va revenir ici sur cette partie SDM. Donc là, SDM, c'est à la fois un standard à part entière, puisque comme l'a dit Nicolas, il y a tout un groupe de réflexion sur cette partie-là, hein, sur la partie de définition protocole, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit un standard à part entière dans la mesure où ce sont des éléments XML
qui sont incorporés à l'intérieur d'un fichier ODM pour apporter des éléments d'information supplémentaires. Alors, ces éléments... Ils permettent juste de définir très rapidement deux domaines du standard Study Data Tabulation Model, le SDTM, à savoir le domaine TS pour Trial Summary et TI pour les Trial Inclusion Exclusion Criteria. Donc en fait, dans SDM, vous allez pouvoir donner quelques éléments pour résumer votre protocole de manière vraiment lisible, des éléments concernant les critères d'exclusion et d'inclusion, des éléments de structure du protocole, de workflow, donc de flux de données, et de timing. Donc, on va passer assez rapidement sur cette partie-là, parce que le temps tourne. Et donc, vous voyez ici que vous allez pouvoir, donc, on va s'attarder sur, mettons, une balise. Vous avez des balises de type SDM parameter, donc des paramètres de l'étude, auxquels vous donnez un OID et un texte en français, enfin un texte lisible. Ici, vous avez par exemple la tranche d'âge. Eh bien, on voit de manière tout à fait lisible que cette étude est réservée aux adultes dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Et donc, on va pouvoir rentrer comme ça, vous voyez, tout un tas de renseignements, le type d'indication, l'objectif primaire, l'objectif secondaire, la phase de l'étude. Et donc, on voit très bien qu'on peut utiliser un fichier ODM partiel contenant ces renseignements SDM, par exemple, pour échanger des informations entre une base de données et l'autre. Par exemple, on peut très bien imaginer avoir une sorte de base projet avec tous les renseignements concernant le projet, à côté une base de safety, et pour éviter la ressaisie des informations dans la base de safety, exporter des informations de la base projet sous format ODM pour les réintégrer dans la base de safety. On va passer un peu ici, vous avez donc les informations sur les critères d'inclusion et d'exclusion, âge minimum de 18 ans, patient atteint de la maladie M, etc., avec des balises SDM Criterion, même chose que le critère d'exclusion. Ici, des éléments sur la structure de votre protocole. Donc, on va parler, dans SDM, on va parler d'époque. Une époque, ça va être vraiment, comme son nom l'indique, vraiment une période de l'étude. Il va y avoir la période d'inclusion, il va y avoir la période de suivi. Ensuite, on va redéfinir les bras de l'étude, un bras placebo et un bras actif. Et ensuite, chaque période va être subdivisée en plusieurs cellules. Donc, une cellule inclusion, une cellule suivi et fin. Donc, on n'a pas le temps malheureusement de s'attarder sur tous les détails du SDM, mais on refera éventuellement une présentation sur ce sujet, car le temps nous presse. Ici, vous avez des renseignements sur le workflow, c'est-à-dire quel est le point de départ de l'étude, quel est le point final de l'étude, et à quel moment le patient peut sortir de l'étude de manière prématurée, par exemple. Et ici, vous allez définir la transition entre chaque étape de l'étude. Alors, on va également donc s'attarder sur la manière dont est défini un study event. On se contente ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de définir que c'est une suite de formulaires dont voici les références. C'est là que vous allez référencer votre formulaire. Même chose ici, suivi et fin, avec un formulaire, le module de traitement concomitant avec le formulaire de traitement concomitant. Ensuite, on va passer aux formulaires qui sont eux-mêmes constitués d'un seul groupe
de données. Ici, l'exemple aussi du formulaire EI. Voilà. Les groupes de données. Donc, dans le module inclusion, vous avez un groupe constitué d'une dizaine d'items, d'une dizaine de variables, chacun référencié. Et on va pouvoir maintenant regarder comment sont définis ces items. Alors, juste une petite précision, comme vous pouvez le voir ici, une bonne pratique consiste à nommer en fait les OID, les Object Unique Identifier de chacun des éléments de votre arbre XML en commençant par SE pour Study Event, F pour formulaire, IG pour Item Group et I pour Item. Et de cette façon, en fait, assez rapidement, visuellement, on arrive déjà à retrouver l'information à travers cette nomenclature. Voilà. Donc là, on va pas s'attarder sur tous les items, mais vous voyez par exemple ici l'exemple, l'investigateur recruteur. Vous voyez que c'est un texte avec une longueur maximale de 250, le nom investigateur recruteur, et la question telle qu'elle apparaît dans le cahier, c'est investigateur recruteur de. Voilà. Donc on ne va pas s'attarder sur toutes les références, mais c'était juste pour que vous compreniez le principe. Alors ensuite, on va passer à un autre type d'éléments à définir, qui sont les codes listes. Parce qu'on peut enregistrer et conserver des codes listes types. Donc, par exemple, ici, alors bon, ça c'est un exemple à peu moyen. Je vais prendre l'exemple de cette code list. Donc, la plupart du temps, ça prend la forme pratique de QCM. On voit qu'on a ici le bras de l'étude, qui est de type string. Le bras, puisqu'on a une étude en aveugle, on a voulu le mettre sous la forme A ou P, vous voyez. Et donc, vous avez cette balise des codes, mdcode, avec la manière dont le texte est présenté dans le cahier. Donc, on va prendre un autre exemple. Ici, c'est un critère d'inclusion, âge minimum de 18 ans. La réponse est aussi de type caractère. La réponse peut être oui ou non. Et vous pouvez avoir donc des codes listes beaucoup plus sophistiqués, comme ici un thésaurus de voie d'administration. Ici, vous avez la voie auriculaire ayant pour code 001, la voie buccale, bucco-gingivale, ayant le code 002, etc., etc. Donc c'est là que vous allez répertorier toutes vos codes listes et tous vos thésaurus. En sachant, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure là, mais c'est à cet endroit-là, à ce niveau en fait de l'arbre ODM, que l'on peut utiliser la terminologie contrôlée proposée par Cdisc. Elle est plus que proposée, elle est obligatoire lorsque vous soumettez vos données en SDTM. Donc, il est intéressant de pouvoir prendre cette information de la terminologie contrôlée pour la stocker directement dans notre arbre XML à cet endroit-là. Voilà. Donc, on va un petit peu passer, parce qu'il faut que l'on passe aux données administratives. Donc, fin ici de cette partie métadata pour définir les métadonnées. Et passage à l'autre grande poupée russe de notre fichier, qui sont les données administratives. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu 3 utilisateurs de tests dans cette étude qui ont inscrit des données. Ici, le type user, en fait, cette personne a un profil de tech dans l'étude, d'accord?
Donc, on va prendre cet utilisateur. Ce sera plus parlant. Donc, cet utilisateur référencé avec une balise, avec un OID, a un profil d'investigateur. On voit ici son login, hein, le code par lequel il rentre dans le cahier. Évidemment, on ne voit pas son mot de passe puisque c'est privé. Son nom entier, tel qu'il apparaît dans, par exemple, la liste des investigateurs, son prénom, son nom de famille, l'hôpital auquel il appartient et l'adresse de cet hôpital, street name, city, etc. Et donc, dans cette, là, ça n'apparaît pas, mais on peut mettre un grand nombre de choses dans ces données administratives et on peut même mettre des liens vers des photos si on veut mettre une photo de l'investigateur. Vous voyez, street name, 58 de l'hôpital, vendredi, etc. Country, le code international pour les pays et le code postal. Donc vous voyez, première chose qu'on trouve dans les admin data, ce sont les utilisateurs. Et ça, Location OID, c'est vraiment les centres en fait. Ici, vous avez donc le service et l'hôpital, et ici, vous avez le centre dans lequel se déroule l'étude, le centre étant la conjonction d'un service dans une étude. Voilà. Donc ici, vous avez deux centres, le centre numéro 001 et le centre numéro 002. Un, infectiologie, deux, maladies infectieuses. Et pour terminer, troisième type d'information que l'on trouve dans les données administratives, les données concernant la signature électronique, le fait que les signatures soient électroniques. Donc, fin de cette partie admin data. Et une fois qu'on a terminé toutes ces données, que je dirais descriptives, eh bien, on passe aux données cliniques elles-mêmes. Et ces données cliniques sont regroupées par sujet, dont vous voyez ici les références. Il y a deux sujets par centre. Le premier sujet du centre 1, le premier sujet du centre 2, le deuxième sujet du centre 2, le deuxième sujet du centre 1. On voit ici que l'investigateur sur lequel la référence de l'utilisateur, donc toujours les jeux de référence qui nous renvoient ici à l'utilisateur en question. Non, c'est celui, pardon, du dessous. Voilà. C'est le 05, voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est Philomen Zorglub qui a rempli les données du patient 01 0001 AB dans le centre LOC 1 qui est là. Voilà. Et donc après, ces fameuses données elles-mêmes, donc item par item. Donc là, elles sont sous forme codée. C'est-à-dire que vous n'avez pas oui et non, mais vous avez 1 et 0. D'accord? Et donc ici, par exemple, vous avez la date de naissance du patient. Donc on va replier. Je replie au fur et à mesure, excusez-moi, c'est un peu long, mais comme ça, c'est plus clair pour vous, je pense. Donc, une fois que toutes les données sont complétées, study event par study event, hein, là, on peut voir que apparemment, il y a eu un événement indésirable. On voit ici, on reconnaît que l'événement indésirable, c'est de la fièvre. Un épisode de fièvre qui est apparu le 24 juillet 2016 et qui s'est terminé le 25 juillet 2016 à 22 h. Voilà, donc vous avez toutes les données cliniques de stocker.
avec ici toute la partie de signature. Voilà. Donc, comment dirais-je, c'est un petit peu là, un audit trail de signature. C'est-à-dire tel utilisateur dans tel centre a signé à telle date, donc probablement que l'événement de signature a eu lieu plusieurs fois au cours du remplissage du cahier. C'est donc un cahier qui n'a pas été rempli tout d'un seul coup. Là, il y a eu des allers-retours de l'investigateur, il s'est logué, il a rempli une petite partie du cahier et il a signé. Ensuite, il s'est délogué. C'est pour ça qu'on voit toute cette série d'événements de signature. C'est une étude très bien faite. Bon, voilà, merci. Voilà, donc cette partie notation, il n'y a pas grand-chose dedans en fait. Donc voilà, donc vous voyez, on espère que les choses sont plus concrètes pour vous. Donc, on va revenir un petit peu dans quelques instants sur ce fichier, mais on va redérouler la suite de notre exposé. Je vais redonner la parole à Nicolas. Alors, si je vais terminer par que effectivement, nous avons parlé tout à l'heure des différentes composantes de la batterie entre guillemets XML. Il y a un élément qui est très intéressant quand on veut un petit peu se simplifier la présentation de résultats ou de données incluses dans un fichier XML. C'est ce qu'on appelle les feuilles de style. Donc XSL, c'est une autre forme de fichier XML. Donc c'est un fichier qui permet d'afficher le fichier central XML sous forme un petit peu plus sexy. Des fois, on peut l'associer également à une feuille de style CSS comme dans les fichiers HTML. Et donc, il suffit pour ça de rajouter, mais on va le voir de manière très concrète maintenant, il suffit de rajouter au moment à l'endroit de la déclaration du fichier XML, cette petite balise que vous voyez ici, XML Style Sheet, avec la référence instance doc sdn.xsl, et à l'intérieur de ce fichier instance doc sdn.xsl, il va y avoir une série d'instructions pour mettre en page les données incluses dans le fichier ODM de manière un petit peu plus sexy. Et c'est ce que vous voyez donc ici. Regardez. Là, ce que vous voyez ici, c'est exactement la même chose que ce que vous voyez ici, mais mise en page à l'aide d'une feuille de style. Donc vous voyez, on peut voir à quoi ça correspond en affichant la source, le code source. Et là, on retrouve notre fichier, le fichier dans lequel on vient de se promener, et vous voyez ici cette petite déclaration qui permet de relier le fichier ODM avec toutes les données à cette feuille de style pour un affichage plus compréhensible. Et donc ça, c'est une feuille de style qu'on trouve sur le site du Cdisc. Et vous voyez, du coup, on peut voir, par exemple, tous nos critères d'inclusion. Donc ça, c'est ce que vous retrouviez dans les balises SDN, ici. Voilà, les critères d'inclusion. Âge minimum de 18 ans, patient atteint de la maladie M, consentement éclairé signé. Et bien, grâce à la feuille de style, elle s'affiche de manière beaucoup plus claire. Et on peut même créer des liens d'un élément à l'autre. Ça permet de se promener dans les données contenues dans le fichier ODM de manière beaucoup plus facile. Et cette feuille de style, elle peut être valable pour tous les fichiers ODM ayant la même structure, bien sûr. Donc, on peut voir, par exemple, dans un dossier, on va ouvrir, ça va nous prendre quelques instants. On peut également, avec les feuilles de style, fabriquer des PDF. Or,
pour, comme on l'a vu, hein, le fichier ODM contient à la fois nos métadonnées et les données cliniques. Donc, on peut tout à fait générer à partir de ce fichier ODM des extractions au format PDF qui sont des copies conformes des pages de CRF de notre étude. Donc là, vous voyez, l'étude LZZTT Trial que je suis en train d'ouvrir, c'est un exemple que l'on trouve sur le site internet du CDISC au niveau du format SDM. C'est l'un des rares exemples un petit peu facile à comprendre. Vous voyez, vous avez exactement la même feuille de style appliquée à deux études différentes. Voilà. Alors, je reprends la parole. Donc, il est important aussi de bien comprendre qu'aujourd'hui, l'ODM existe en plusieurs versions, avec notamment la version 1.2, la 1.2.1, la 1.3, la 1.3.1, et la dernière qui est donc en production et qui est conseillée d'utiliser aujourd'hui, c'est la 1.3.2. Alors, bien sûr, il n'est pas du tout nécessaire de migrer une étude commencée en 1.3.1 vers la nouvelle version. Si vous le faites, ce sera mieux, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'obligation réglementaire à utiliser ce format ODM. Pas besoin de faire évoluer le format, là aussi, de l'ODM. Ça restera un texte lisible par tout système de lecture de fichiers texte. Et on a, alors, une chose qui est pas évident à voir comme ça, il faut vraiment plonger dans la spécification du modèle ODM. Il existe en fait, dans la spécification, un système pour permettre, un mécanisme, pardon, pour gérer en fait les amendements. C'est-à-dire que le fichier ODM est déjà paramétré pour gérer des évolutions de structure au niveau des métadonnées pour tracer justement cette notion d'amendement avec la metadata version. Donc, je vous invite à regarder sur la spécification. C'est extrêmement bien défini et il y a tout un mécanisme extrêmement précis pour faire cette opération d'amendement d'un protocole qui se traduit par une nouvelle version de cahier d'observation. En sachant que du coup, votre fichier XML ODM va conserver la trace au final, lorsque vous archiverez les données, de toutes ces évolutions, de tous ces amendements, ce qui est tout à fait recommandé. Et on l'a vu également, il est possible dans un fichier ODM d'ajouter, le standard ODM le permet, d'ajouter ce qu'on appelle des extensions vendeurs, c'est-à-dire des balises qui vont nous permettre de rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas offertes de base par le standard. Et dernier point, on va en parler un tout petit peu après, je vous ai parlé de la terminologie contrôlée, qui est un autre standard maintenu par CDISC, mais disponible et géré par le National Cancer Institute de NCI, donc, qui va prendre en charge cette terminologie contrôlée et jouer avec les mises à jour qui sont assez régulières, puisque le groupe terminologie contrôlée publie environ 4 mises à jour par an de cet ensemble d'informations. Donc, comme on peut le voir sur cette copie d'écran, en fait, vous avez plusieurs formats d'extraction de l'information. Je ne sais pas si on peut zoomer. On va essayer de zoomer pour que ce soit… Voilà, ouais, pardon. Donc, en fait, cette terminologie contrôlée, elle se présente sous plusieurs formats. Vous avez notamment un format qui est assez usuel, qui est le Excel, un fichier Excel, qui va vous permettre en fait de profiter de l'outil de recherche pour retrouver tous les codes listes, comme par exemple ici la sévérité d'un AE, l'AESEV, qui se compose en fait de 3 codes et uniquement 3 codes, puisque la code liste est non extensible, comme le montre la cellule C11-192. Non, c'est un dessin. Donc vous avez mild, moderate, sévère. Donc ce CDISC Submission Value, c'est vraiment
la valeur que l'on doit retrouver dans les tabulations, dans les extractions de données après saisie dans un logiciel de capture de données. Dans le logiciel de capture de données, on pourra par exemple choisir soit le grade 1, soit la variable 1 pour le MIDE, et éventuellement, on pourra également utiliser, lorsque cela est plus parlant, la définition NCI, le preferred terme défini par le NCI, le Mild Adverse Event, Moderate Adverse Event ou Severe Adverse Event. Ça, c'est un choix qu'il faut faire au moment de la création de données d'observation. Alors, la complexité de la terminologie contrôlée, c'est qu'elle évolue très rapidement et du coup, il va falloir choisir une version et vous tenir à cette version tout au long de votre étude. Pour l'instant, les agences réglementaires ne demandent pas de mise à jour de la terminologie contrôlée au moment de la soumission, ce qui semble un peu fou, mais il n'est pas impossible que dans un futur plus ou moins proche, cette option soit décidée par la FDA ou l'agence du médicament japonaise, et éventuellement l'agence européenne dans un futur plus ou moins proche. Alors, quand on veut se mettre à l'ODM, il faut commencer par aller sur le site web du CDISC. On peut peut-être y faire un petit tour. Vous voyez ici, vous téléchargez, vous allez sur le site cdisc.org, vous téléchargez un dossier zippé qui s'appelle ODM 132. Lorsque vous le dézippez, vous tombez sur ces différents éléments et ce qu'il faut regarder, c'est ce texte qui est ici, qui s'appelle ODM 132, pardon, ODM 132 final. Ici, vous avez, c'est le même document, mais avec un zoom qui est fait sur les différences avec la version précédente. Donc, vous ouvrez ce document, ODM 1.2 final. Vous voyez que là aussi, il s'affiche avec une feuille de style. Et là, vous voyez défini, expliqué tout ce que nous venons de vous raconter, donc ce que c'est que l'ODM, les différents éléments de l'ODM, le protocole, study event, form, item, etc., etc. Donc, nous vous invitons à télécharger ce fichier. Là encore, on va le mettre pendant quelques temps sur notre page web GUF avec les autres documents de cette présentation parce que la version suivante du 1.3.2 n'est pas prêt encore de sortir. Donc, ce que nous vous invitons à faire, c'est à relire cette spec, en fait, la spec officielle, en comparant avec le fichier concret qu'on va vous mettre à disposition, sachant qu'on vous mettra également des copies d'écran correspondantes ou des pages de cahier en PDF pour que vous puissiez bien voir les choses de manière concrète. C'est vraiment ça notre objectif. Alors, un dernier point important sur la certification ODM. On va peut-être... bon, disons que on trouve beaucoup, il faut se méfier lorsqu'on achète une solution de capture de données dans le commerce. Vous pouvez trouver des gens qui vont vous mettre un joli logo CDISC, certifié CDISC. Mais il faut savoir que certifié CDISC, ça ne veut rien dire. Il existe une seule certification pour les standards CDISC, c'est la certification ODM. Et cette certification, elle est attribuée par l'organisme CDISC lui-même, hein, qui est, je vous le rappelle, une organisation à but non lucratif, c'est à peu près l'équivalent d'une association loi 1901 chez nous. Et donc, ce sont des gens du CDISC qui vont passer la solution à la moulinette, entre guillemets, et qui vont dire, oui, cette solution est compatible ODM. Alors, ça va être certifié en import ou en export, ou les deux, et ça va être capable d'importer
d'importer ou d'exporter les métadatas toutes seules ou métadatas plus les datas. Et donc, lorsque vous allez sur le site CDisc, on peut peut-être y jeter un œil rapidement puisque c'est notre dernière diapo, eh bien, vous avez la liste officielle Voilà. Donc, vous allez dans Ressources, CDisc ODM Certified Products. Donc voilà, vous voyez ici la liste officielle des logiciels qui sont certifiés ODM. Et comme vous le voyez, c'est en import ou en export. Snapshot transactionnel, vous avez expliqué ce que c'était tout à l'heure, data et metadata. Juste un dernier mot pour dire que lorsque vous allez dans User Networks, vous pouvez tomber donc sur notre page, la page du groupe des utilisateurs francophones des standards CDisc, sur lequel vous retrouverez non seulement les éléments de cette présentation, mais aussi toutes les autres présentations qui ont déjà eu lieu, ainsi que des textes vous expliquant brièvement en français à quoi correspondent les différents standards. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir écoutés si longtemps.